Mesdames et bonsoir et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par les épreuves du BPC, donc c'est par l'épreuve de la science de la vie et de la terre SVT que le brevet d'études de fin du premier cycle BPC session 2016 a pris fin ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Des examens qui se sont passés dans des conditions acceptables dans l'ensemble malgré quelques ratés. Après les épreuves, les candidats demandent l'indulgence des correcteurs. Le reportage est signé Ariat Salah. Après 3 jours de réflexion, les candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2016 sont à la fin des épreuves écrites. Et c'est l'épreuve de la SVT qui a constitué la dernière étape. Les examens se sont déroulés sans aucun problème au jury numéro 31, logé dans l'enceinte du CG Yantala. Pendant ces 3 jours, ça s'est très bien déroulé. Nous n'avons enregistré aucun problème pouvant impacter sur le bon déroulement de ces examens, en tout cas dans ce centre. Nonobstant des absences que nous avons enregistrées, c'est tout ce que nous avons compris. Pour le moment, pas de fraude. Tout s'est bien déroulé. L'anonymat, nous allons incessamment commencer. Les 6 épreuves ont été classées. Vous avez 5, vous avez une autre épreuve. Maintenant, nous entendons la 7e. Donc, dès qu'on aura fini de classer la 7e épreuve, celle de ce qui vient de se dérouler à SVT, nous allons procéder à l'anonymat. Les candidats reconnaissent que les épreuves ont été abordables dans l'ensemble, mais souhaitent l'indulgence des correcteurs. Les épreuves sont très abordables et nous pensons que nous avons fait de notre mieux. Je pense pour moi et aussi pour tous mes amis qui vont admettre. Il y a eu moins de tricherie. J'ai fait un appel aux professeurs de bien corriger nos copies car nous sommes leurs enfants. De corriger indulgemment. Quant aux correcteurs, ils apprécient le déroulement de ces examens et estiment qu'il a réussi au bout de l'effort. La surveillance était là depuis le premier jour et puis tout s'est bien passé concernant la surveillance. On ne s'est pas confronté à des difficultés particulières. Les épreuves sont abordables. Les épreuves sont à la hauteur du niveau des élèves. Et Inch'Allah, les corrections aussi, on souhaite qu'elles se passent comme se sont déroulées les surveillances. Je veux dire dans la sérénité totale. Nous comptons sur le mérite. Nous comptons sur le mérite, oui. Les corrections débuteront le dimanche sur toute l'étendue du territoire national. 24 heures après sa libération, le coprésident du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, cadre, a animé cet après-midi un point de presse. Abdou Benoumini Ousmane a remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant sa détention. Il a également réaffirmé la détermination du cadre à poursuivre son combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Le reportage de Nasser Dantouf. À l'entame de cette sortie médiatique du cadre d'action pour la défense de la démocratie et les droits humains, cadre, le président de la dite structure est revenu sur les raisons de son interpellation à la police judiciaire et ses 10 jours passés à la prison civile de Niamey. Nous avons perdu des dizaines de nos forces de défense et de sécurité et notre territoire a fait même l'objet d'une occupation par ces forces obscures. Au moment où cette tragédie s'est passée, le président de la République, chef suprême des armées, s'est trouvé à l'extérieur. Il était attendu, en tant que chef suprême des armées, face à la difficulté à laquelle nous avions été confrontés, il était attendu normalement que le chef de l'État rebrousse chemin, qu'il écoute son séjour, qu'il revienne pour remobiliser les citoyens, renflouer le moral des troupes pour faire face à la secte Boko Haram. Le président de la République ne s'était aucunement déplacé, n'a pas écourté son séjour, il a laissé la situation telle qu'elle. Il est bien vrai que nous contestons sa gestion de la crise sécuritaire. Il est bien vrai. Et que nous continuons à critiquer la manière dont il gère ce pays sur le plan social, économique et politique. On a trouvé un bel alibi, on fait une interprétation tendancieuse, on nous jette en pâture, on nous jette en prison. C'est facile. Mais la question est là.
le chef de l'État est absent dans le combat contre la secte Boko Haram. Conscient d'être sur la droite ligne de la défense des intérêts communs, le cadre entend poursuivre son combat. Ces manœuvres d'intimidation, ces manœuvres arbitraires qui sont consacrées aujourd'hui par ceux-là qui hier prétendaient être des démocrates, tous ces agissements ne peuvent en aucun cas intimider tous les camarades qui sont engagés à préserver la démocratie, à faire en sorte que notre démocratie serve le plus grand nombre, que le clanisme qui est érigé dans ce pays, le favoritisme qui est devenu la règle, que l'affairisme qui est aujourd'hui ambiant, que toutes ces pratiques soient de l'ordre de notre souvenir dans notre pays. Et donc, cette arrestation, les intimidations dont nous sommes l'objet ne peuvent en aucun cas émousser notre détermination à critiquer vertement ceux-là qui aujourd'hui sont au pouvoir et fort malheureusement sont en train de piétiner les règles fondamentales qui font en sorte que nous vivions ensemble. Condamné pour 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le cadre projette d'attaquer cette décision de la justice. Le 12 juillet prochain, c'est la date retenue pour la délibération de Soumana Sanda et 6 autres militants du parti Lumana Africa. Il a comparu aujourd'hui devant le juge, lui, et pour incitation à une manifestation armée et non armée pour les autres pour participation à la même infraction. Bana Ibrahim, juste après cette décision, il est donc du bureau politique national du parti Lumana. L'état d'esprit dans lequel nous sommes, il est le même que tout depuis le début de la cabale qui a été orchestrée contre notre parti. Nous sommes sereins, nous continuons à croire dans la justice de ce pays, même si il y a des réels motifs d'inquiétude. Il y a 3 verdicts qui ont été donnés dans la semaine et dans les semaines passées qui nous prouvent qu'il y a des réels motifs pour que les citoyens s'inquiètent. Parce que lorsque l'injustice devient une loi, alors forcément la résistance doit être un devoir. Aujourd'hui, les avocats de la partie de Soumana Sanda et des autres ont plaidé, ont à notre sens démontré qu'il n'y a pas eu de violation de la loi, il n'y a pas raison pourquoi Soumana Sanda et les autres ont fait 9 mois de prison. Nous osons croire que le juge qui les a écoutés va dire le droit, rien que le droit, et qu'il n'y aura pas de verdict politique. Nous comptons encore sur la justice pour qu'elle se rattrape et qu'elle revienne sur le droit, c'est-à-dire la justice démocratique au service du peuple, avec une justice qui est rendue au nom du peuple. Autre aspect de cette édition d'information, la Commission nationale des droits humains a parrainé ce matin une cérémonie de remise de moulins à grains au groupement féminin des villages de Hondé, Kwarazeno et Tchatchetegi, c'est dans la commune rurale de Namaro. Il s'agit d'un don de l'ONG Passad qui a reçu un appui financier de l'ambassade de l'Allemagne au Niger. En ce 19e jour du mois béni du Ramadan, les membres du groupement féminin des villages de Hondé, Kwara et Tchatchetegi, c'est dans la commune rurale de Namaro, avaient le sourire aux lèvres. Et cela grâce à l'ONG Paix Santé Développement Passad qui a fait un don de 2 moulins à grains. Dans cette optique, l'ONG PASAD, Paix Santé Développement, s'active dans la mobilisation de ses consoeurs dans le but d'un changement de mentalité pour un développement durable. Nous remercions très sincèrement l'ambassade d'Allemagne, le COAS-CEDEAO, la SONIDEP, la CNDDH, qui ont bien voulu aider l'ONG PASAD dans le renforcement de l'allègement des tâches domestiques et dans la transformation agroalimentaire en vue de leur autonomisation. La Commission nationale des droits humains, CNDH, se réjouit une fois de plus de parrainer cette cérémonie de remise de moulins à grains par l'ONG PASAD au groupement féminin de Hondé, Kwarazeno et de Tchatchetegi de la commune rurale de Namaro, région de Tillabéri. Nous remercions sincèrement la coordinatrice de PASAD pour l'honneur qu'elle a porté à notre institution à travers cette invitation. Très heureuse du geste de l'ONG PASAD, les bénéficiaires, tout comme le représentant du chef du village, ont été comblés de joie et de remerciements à l'endroit des donatrices.
2 moulins à grains qui viennent alléger les souffrances des femmes des villages concernés. En plus des 2 moulins à grains, les membres des groupements féminins des villages de Hondekwara et Tchatatagui ont reçu également des cartons de semoule. Un geste cette fois-ci du réseau des femmes dynamiques et du réseau des femmes commerçantes transformatrices, salué à sa juste valeur par les femmes. C'est avec près de 51,7% de voix que les Britanniques ont voté hier jeudi en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ainsi, le Royaume quitte l'Union européenne après un long processus. Première conséquence, le Premier ministre David Cameron a annoncé sa démission de son poste. Quels pourraient être les enjeux de cette décision? Suivant cette analyse du professeur Issoufou Aya. Il est enseignant-chercheur à l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. Le Royaume-Uni a mis en application le traité de Lisbonne de 2009 qui prévoit que unilatéralement un pays peut décider de se retirer de l'Union européenne. Donc c'est la première fois que ça se fait. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de cela? Il y a la montée du populisme en Europe, d'un côté, la montée de toutes les droites et extrême droite, et puis M. Cameron qui a estimé être en mesure de mater la droite et l'extrême droite en proposant donc le référendum. Bon, mal en a pris puisque dans leur majorité, les campagnes britanniques ont préféré quitter l'Europe à une majorité vraiment sans équivoque à 52%. Il y a eu un taux de participation de l'ordre de 72%, ce qui veut dire que sur les 40 millions de votants, 33 millions ont voté et la majorité est vraiment sans équivoque. Donc la Grande-Bretagne a préféré prendre son destin en main. Mais il faut voir un certain nombre de choses. D'abord, la Grande-Bretagne n'est pas un des pays fondateurs de l'ancienne CE. Deuxième élément, la Grande-Bretagne est toujours restée dans l'Union européenne à reculons, puisqu'elle n'a jamais fait partie de l'espace Schengen, elle n'est pas dans la zone euro, et elle a gardé sa monnaie, la livre sterling. Et que l'Union européenne a suffisamment fait de concessions à la Grande-Bretagne pour qu'elle reste, si bien que, comme a dit Hollande, l'Union européenne s'est perdue du fait d'avoir trop fait pour les Britanniques, qui ont une économie dynamique. Alors, la crise financière de 2007 n'est pas étrangère à cette montée des populismes, un peu partout en Europe. Mais la Grande-Bretagne a su sortir rapidement de ce populisme grâce à une économie vraiment dynamique et compétitive. Alors, quelles sont les conséquences? D'abord, il y a une division au sein même du Royaume-Uni entre, d'un côté, l'Angleterre et le Pays de Galles. De l'autre côté, l'Écosse et l'Irlande du Nord cherchent aussi à se rapprocher de l'Europe. Donc, peut-être on pourra dire que les Britanniques se sont tirés une balle dans leur pied en provoquant l'implosion de la Grande-Bretagne. Alors, deuxième conséquence, c'est au sein même de la population européenne, les jeunes en grande partie ont voté pour leur maintien dans l'Union européenne, alors que les personnes âgées, celles qui n'incarnent pas l'avenir de la Grande-Bretagne, ont préféré se retirer. Maintenant, en application de l'article 50 donc, du traité de Lisbonne, la Grande-Bretagne va notifier à l'Union européenne donc, son retrait. Et à partir de là, les discussions vont commencer pour solder le départ. Donc il y a
le partage des meubles, et peut-être la garde des enfants. C'est tout ce qui pourrait rester, puisque la Grande-Bretagne va aller de son côté. Elle quitte l'Union européenne. Elle ne quitte pas l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, ce que les uns et les autres disent. Non, c'est un pays européen qui reste en Europe, mais qui prend son destin. Étant entendu que si demain, n'importe quel Européen partait en Grande-Bretagne, il lui faut son passeport. Parce que la Grande-Bretagne est dans son île. L'insularité est pour beaucoup dans l'attitude des Britanniques. Maintenant, il faudrait aussi voir beaucoup d'Européens sont en Grande-Bretagne, il va falloir régler leur sort. Beaucoup de Britanniques sont quelque part, il va aussi falloir discuter, mais c'est peut-être les 2 années de discussion qui vont avoir lieu, qui vont déterminer ces différents éléments. Parlons religion dans ce journal. Jour après jour, voilà que les musulmans vont entamer la 3e décade du mois béni de Ramadan. Alors, quelle signification donner à cette décade ainsi que la nuit du destin qui s'y trouve? Élément de réponse avec le prédicateur Ben Salah. Pendant cette dernière décade, il est possible pour tous et pour chacun, peu importe l'ampleur de nos péchés, la complexité de nos péchés. Si on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère, Allah a promis sa promesse et vérité qu'il va passer l'éponge. Si on devrait mourir avant, parce qu'on a déjà notre ticket pour l'enfer, que nous ne soyons pas de cela, il n'y a rien à faire, on va en enfer. Allah a réservé cette dernière décade pour nous offrir l'occasion de lui demander pardon. Et c'est en cette dernière décade seulement que c'est possible, pour passer l'éponge sur ces gros et grands péchés. Que Dieu nous éclaire. Et en parlant de la dernière décade, je ne peux que parler de la nuit de Qadr. La nuit de Qadr, rendons les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit loué en toutes circonstances, qui nous a offert le mois de Ramadan, mais qui dans le mois de Ramadan nous a offert la nuit de Qadr. Qui dans le mois de Ramadan nous a offert Laylatul Qadr. Pour parler de Laylatul Qadr, ou appréhender l'importance de Laylatul Qadr, il y a plusieurs variantes, mais je vais me contenter d'une seule, pour faire court. On rapporte que, un jour, on viendra informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que, eh bien, il y a un homme de Bani Israël. A passé, Bani Israël, sous-entendez par là, Yaqub alayhi salam, le prophète Yaqub alayhi salam, a passé 1000 mois de sa vie pendant lesquels, les nuits, il est en prière, en génuflexion, en prosternation, en glorification du Seigneur. Les journées, il est à jeun ou sous le terrain du djihad, au nom de la ilaha illallah. Et 1000 mois de façon arithmétique font 83 ans et 4 mois. Les compagnons, qu'Allah les agrée tous, se sont demandé, Ya Rasulallah, qui pourrait en faire autant dans ta communauté? 1000 mois, Ya Rasulallah, 83 ans et 4 mois quand même. La réponse ne viendra pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la réponse lui-même. La réponse viendra du Seigneur de l'univers, de la fontaine de toutes les miséricordes. Allah va parler, Allah va s'adresser à l'humanité, pour la postérité, pour l'éternité. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous, c'est Allah qui parle, pluriel de la sainteté divine. Nous l'avons, et l'apostrophe désigne le Coran. Nous l'avons certes révélé, ce Coran, pendant la nuit de Qadr. Ce Coran, Allah dit que nous l'avons révélé pendant la nuit de Qadr. Qui pourra te dire, Ya Muhammad, ce que vaut Laylatul Qadr? Allah va trancher, il est souverain dans ses décisions. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Que la seule nuit de Qadr vaut mieux en termes de récompense que ces 1000 mois que cet homme de Bani Israël a passé les nuits en prière, les jours à jeûn et dans ce que vous connaissez. Un mot du sport avant la partie magazine de ce journal. Le centre technique de la FENIFOOT a reçu ce matin la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports. Salissou Ada est parti s'apprécier le déroulement des travaux que mène la FENIFOOT grâce à l'appui du projet Gold de la FIFA.
La synthèse de cette visite avec Michel Légy. Il s'est agi pour le ministre en charge des sports de venir encourager les responsables de la FENIFOOT dans leurs efforts constants en faveur du rayonnement du football nigérien. Un nouveau centre doté de terrains de football, de piscines, de restaurants, de dortoirs et d'hôtels entre autres qui sera d'une grande importance pour les activités de la fédération. En tout cas, c'est une des premières fois que une autorité, justement, l'autorité reconnaît tous les efforts que nous fournissons. Nous, on ne peut que saluer ça. Le centre a été initié depuis les années 2000. Chacun a fait sa part. Le président Yima a construit, je pense, il a fait les murs, les bâtiments que vous avez vus, les bâtiments. L'autre équipe a mis l'électricité, je pense, la salle de loisirs. Nous, on est arrivé pour faire l'hôtel, tout ce qu'il y a comme terrassement, les terrains synthétiques et puis les piscines et autres. Donc nous, à notre niveau, on a près d'$1 million d'investissement actuellement sur le centre technique. Pour le ministre de tutelle, c'est un grand sentiment de satisfaction. Ce qui est impressionnant à ce niveau-là, ce n'est pas seulement le football. J'ai trouvé beaucoup de projets de construction de terrains, d'infrastructures qui sont en train d'être mises en place, qui permettraient aux autres disciplines aussi d'être promis à ce niveau-là. Permettre aux différentes équipes de venir s'entraîner, d'avoir un cadre pour se développer. Et j'ai constaté de moi-même les énormes investissements qui ont été faits et qui sont en train d'être faits pour le bonheur de notre football. Nous avons surtout souvent entendu des critiques qui fusent de toutes parts. C'est que malheureusement, au Niger, nous avons cette tendance à critiquer sans savoir le fond, sans connaître en réalité ce qu'il y a ou ce que les autres font. Je pense que c'est une opportunité qui m'a été offerte pour que je puisse me rendre compte du sérieux qu'il y a à ce niveau-là et d'appeler l'ensemble du peuple nigérien. L'ensemble du peuple nigérien et les partenaires du Niger à s'intéresser à la jeunesse, à s'intéresser au football. C'est la seule manière pour nous de promouvoir ce sport-là. Nous avons en perspective un championnat que nous allons accueillir. Je pense que la FENIFOOT est en train de prendre de l'avance en créant les conditions pour que l'équipe que nous allons présenter dans 10 ans puisse avoir le meilleur cadre possible pour s'entraîner, pour être encadré et pour que nous puissions avoir les meilleurs résultats possibles. Avant de prendre congé du centre, le ministre Salih Ouada a félicité le président de la FENIFOOT pour le travail abattu et réaffirmé l'accompagnement de son département ministériel dans les activités qui y seront entreprises. Et nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'entretien qu'a accordé à nos confrères de l'ORTN le directeur général de la Nigélec. L'entretien a porté sur les délestages constatés depuis un moment dans la capitale et dans certaines régions de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Bonjour Monsieur le Directeur Général et merci de nous recevoir ce matin pour parler de l'insuffisance de l'énergie électrique dans notre pays. Monsieur le Directeur Général, peut-on savoir comment a évolué la situation de la fourniture en énergie de notre pays depuis votre dernier point de presse? Merci Monsieur Ouattara. Effectivement, il vous souviendra que la Nigélec avait au travers d'un communiqué diffusé le 4 avril, annoncé à la population la chute brutale de la production d'électricité au Nigeria, consécutive au sabotage des gazoducs par des insurgés qui se font appeler les vengeurs du delta du Niger. Le 20 mai dernier, j'avais dans un point de presse annoncé que c'était toujours le statu quo et que les importations de Nigélec en provenance du Nigeria étaient limitées à environ 30 à 40 MW sur la zone fleuve et 15 à 20 MW sur la zone Niger centre-est qui comprend les régions de Zender, Maradi et Tawa. Malheureusement, aujourd'hui encore, je suis au regret d'annoncer à la population, à laquelle nous devons la vérité stricte, que la production au Nigeria a encore chuté davantage, en retombant à un plancher de
1100 MW contre plus de 2000 MW le 20 mai et plus de 5000 MW au début de la crise. Si nous sentons une sorte d'accalmie aujourd'hui, c'est essentiellement dû à l'arrivée de la saison des pluies qui a fait baisser la chaleur et donc l'échauffement de nos moteurs et qui a aussi baissé la demande, la pointe étant aujourd'hui de 110 MW au lieu de 140 MW en avril-mai. La situation détaillée, parce que c'est ça votre question, par région se présente comme suit. Au niveau de la zone fleuve qui prend la région de Maradi et de Dosso, Niamey et Tillabéri, nous sommes limités à 40 MW. La région de Dosso est desservie à 100%. Tillabéri et Niamey reçoivent 30 MW du Nigeria. La capacité de production locale est de 55 MW, ça fait 85 MW. On prend la région de Tillabéri à 100%. Et la couverture au niveau de la ville de Niamey se situe à 75% pendant la pointe et 90 voire 100% la nuit quand la charge baisse. Au niveau de la zone Niger centre-est, la limitation est de 10 MW vue de Gazawa. La région de Tawa reçoit 2,5 MW du Nigeria. Il produit 6 MW à partir de la nouvelle centrale de Malbaza. 1,5 MW au niveau de la centrale de Tawa, ça fait un total de 10 MW pour un besoin de 12 MW, soit un taux de couverture de 80% minimum. La région de Maradi reçoit 3,5 MW. Ils ont une production de 3 MW, ça fait 6,5 MW pour une pointe de 10 MW, ça fait 65%. La région de Zender reçoit 2,5 MW. Ils produisent 2 MW, ça fait 4,5 MW pour un besoin de 10. Ça leur fait 45%. Mais cette situation est due au fait qu'il y a deux groupes qui sont en panne à Zender que nous sommes en train de dépanner. Ils totalisent 2,7 MW. Quand nous allons les dépanner dans les jours à venir, l'offre à Zender va monter à 7,2 MW, soit un taux de couverture de 72%. Au niveau de Difa, nous allons installer en début d'année une nouvelle centrale, donc la zone est desservie à 100%. Enfin, au niveau d'Agadez, qui est desservi par la Sonicha, la demande est couverte à 100%, sauf en cas de perturbation au niveau de la Sonichar. Et ceci devient récurrent parce que la centrale de Sonichar est plus ou moins vétuste. Alors, en termes d'impact financier, nous dépensons chaque semaine 950 à 970 millions de francs CFA, rien que pour le gasoil. Cela équivaut à 2,6 millions de litres par semaine, soit 87 citernes de 30 000 litres chaque semaine, c'est-à-dire 12 à 13 citernes de 30 000 litres par jour. Monsieur le directeur général, les critiques de la société civile sur les médias et des animateurs des réseaux sociaux font état d'un manque de vision et de planification de votre part. Que répondez-vous? Ces critiques sont, j'allais dire, tout sauf fondées. Ce que je trouve un peu curieux, c'est que la société civile et même la plupart des médias ne nous approchent pas souvent pour avoir un minimum d'informations. Certains acteurs de la société civile se comportent comme les sophistes, ces philosophes d'antan, qui connaissent tout et qui considèrent les 1500 agents de la Nigélec comme les pires mécréants qui existent et qui refusent délibérément de délivrer l'électricité à la population en ce mois béni de Ramadan. Comme s'il s'agit d'un stock de sucre que nous gardons quelque part et que méchamment nous refusons de distribuer à la population qui en a besoin. Parlant de la planification, quand j'ai pris fonction en octobre 2011, la première chose que je me suis attelé à faire était de mettre en place un plan de développement stratégique de la Nigélec 2012-2027. Nous avons évalué tous les besoins en électricité du Niger sur 15 ans, suivant les hypothèses de croissance économique forte, médiane ou faible. Et nous avons déterminé et planifié tous les investissements qu'il convient de faire pour satisfaire cette demande de façon stable et au bon coût. Nous étions confortables à l'époque parce que le projet de Kandaji venait juste de démarrer.
Et le gouvernement avait dans son programme la construction de la centrale de Salkadamna. Kandaji devait finir en 2016, Salkadamna en 2018. Et ces deux projets devraient nous apporter de l'énergie moins chère et en abondance. Donc nous avions juste la transition 2012-2016 à gérer. Et c'est en cela que nous avons fait recours aux producteurs indépendants agricoles. Et ceci, nous avons demandé comme mesure d'accompagnement que le gouvernement nous accorde une détaxation sur le combustible, ce que nous avons obtenu. Et ceci nous a permis de maintenir les tarifs constants, les tarifs qui dataient de 1994, c'est-à-dire depuis 22 ans maintenant. La centrale de Gorobanda dont nous avons lancé les travaux devait être une réserve stratégique puisque Kandaji produit le maximum d'électricité pendant la période froide, au moment où il y a beaucoup d'eau dans le fleuve. Et pendant la saison chaude où on a besoin d'électricité, Kandaji produit au minimum. Donc il fallait avoir une réserve stratégique pour suppléer à Kandaji pour ces périodes-là. Donc tout était bien planifié, bien calculé, bien évalué et bien programmé. Il nous restait à l'époque en fait de trouver des financements pour développer les réseaux dans les villes et dans les zones rurales pour permettre à cette électricité abondante qui est censée venir d'atteindre la population. Et c'est ainsi que nous avons obtenu un financement de 27 milliards auprès de l'AFD pour couvrir toute la ville de Niamey et faire de l'électrification rurale. Ensuite, 32 milliards auprès de la Banque mondiale pour couvrir les 7 régions du Niger et faire de l'électrification rurale. Et bientôt avec la Banque africaine de développement, 43 milliards pour le reste des localités électrifiées. Il ne s'agit pas de planifier. Le plus difficile est de mobiliser les financements pour réaliser votre planification. S'il suffisait pour chacun de planifier qu'il va avoir la plus jolie maison et la plus belle voiture pour que ça tombe du ciel, mais tout le monde l'aurait. Mais le plus difficile, c'est qu'il faut travailler dur, chercher l'argent pour pouvoir acheter la voiture et construire la maison. Donc, maintenant, avec les impondérables qu'on a eu avec Kandaji et Salkadamna, nous avons relu notre plan stratégique et nous nous orientons d'autres investissements. Nous sommes en train maintenant de chercher les financements et nous pensons pouvoir l'obtenir d'ici la fin de l'année auprès de Exim Bank de Chine pour construire une nouvelle ligne d'interconnexion 330 kV entre Birninkebi et Niamey, avec laquelle on est capable de tirer jusqu'à 500 MW. C'est le dossier le plus prioritaire maintenant, parmi les dossiers du gouvernement du Niger auprès d'Exim Bank de Chine. Avec les lignes Sora Zender et Maradi Malbaza, dont la mise en service interviendra en août-septembre, nous aurons un poste à Zender. Nous proposons de construire une centrale hybride de 50 MW qui va adresser la demande de la zone Niger centre-est. Donc la centrale de Gorobanda qui était prévue pour être une réserve stratégique, du moment où Kandaji et Salkadamna sont repoussés peut-être vers 2022-2025, Gorobanda va maintenant fonctionner en permanence et il va falloir trouver des mesures d'accompagnement pour tenir les charges d'exploitation très fortes, notamment la consommation de combustible. Donc je ne pense pas qu'il y ait un manque de vision ou de planification. L'incident actuel que nous vivons est un incident ponctuel et conjoncturel, cette incursion des insurgés du Nigeria. Et ça ne devrait pas nous détourner de notre feuille de route. Dernière question, monsieur le directeur général. On entend souvent lors des débats que vos clients se plaindraient du fait que les factures de la Nigélec augmentent en dépit des coupures. Comment justifier cela? La crise, s'il faut l'appeler ainsi, coïncide avec la période d'augmentation naturelle des factures. Ça a débuté au mois d'avril, où les factures des abonnés peuvent augmenter des fois de 20, 30, quelquefois 50%. Maintenant, si du fait des coupures, par exemple si vous êtes coupé 4 heures par jour en moyenne, votre consommation devrait baisser de 10% ou 20%. Si du fait de l'augmentation naturelle, elle doit augmenter de 40 ou 50%, il reste que globalement, votre facture va augmenter de 20 ou 30%. Donc je pense que c'est ce phénomène-là d'augmentation naturelle de la demande qui a coïncidé avec la crise, qui fait penser aux gens de bonne foi que leur facture devrait normalement baisser.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi des gens de mauvaise foi. Je me souviens en 2013, je regardais un acteur de la société civile qui brandissait lors d'un débat, au moment de la crise de la chute des pylônes, des factures des abonnés qui seraient passées de 10 000 à 60 000 au moment de la crise, pendant les coupures. Et il le disait avec une virulence verbale. Le lendemain, j'ai obtenu son numéro, je l'ai appelé personnellement, je l'ai félicité pour sa contribution, je lui ai demandé de me faire parvenir les copies de ces factures-là pour que nous puissions justifier et qu'on puisse réparer aux besoins. Mais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Mais que non, lui ne va pas dénoncer ses sources d'information. Je lui ai dit que je ne comprenais rien, mais en réalité j'ai compris la portée de sa mauvaise foi. Vous dites officiellement à la télé que vous êtes victime d'injustice, de surfacturation. L'auteur présumé vous appelle pour dire de venir apporter vos preuves pour correction et vous dites que c'est secret. Voyez-vous? Le fait est que des fois la société civile, à force de vouloir nous vilipender de façon excessive, elle aura même des fois service. La dernière fois, un ami qui habite dans un quartier qui est desservi par l'un des départs les moins prioritaires. Il m'a appelé pour me dire, mais vraiment, quand lui, il entend ce qui se passe sur les médias, il a toutes les raisons, lui, de s'estimer heureux parce que vraiment, dans leur quartier, les coupures sont plutôt contenues et maîtrisées. Je lui ai dit, non, pourtant, vous êtes dans l'un des quartiers les moins desservis, mais le fait est que notre société civile, pas peut-être tous, mais ils ont parfois une tendance à l'excessif. Et l'excessif n'est pas bon. Il faut comprendre que tout celui, et j'ai l'habitude de lancer cet appel sur les médias, qui se sent lésé et qui croit que sa facture ne reflète pas la réalité de ses consommations. Nous avons 10 agences, y compris l'agence des gros abonnés à Niamey. Il n'a qu'à se rendre à l'agence pour contester sa facture et les vérifications seront faites et les corrections seront apportées. Mais que les gens cessent de penser que nos compteurs surfacturent. Ce sont les mêmes compteurs. Les compteurs que nous achetons sont fabriqués par 2 grandes sociétés françaises. C'est les mêmes compteurs qui sont en France et dans tous les pays. Il n'y a pas de raison que les échantillons qui viennent au Niger soient méchants et surfacturent. C'est comme si vous dites que les véhicules Toyota qui circulent au Niger, ils exagèrent sur le comptage kilométrique par rapport aux autres véhicules qui sont dans les autres pays. Je viens d'apprendre que les insurgés dont je parlais tantôt avaient accepté de déposer les armes pour négocier avec le gouvernement. Donc, fasse Dieu qu'une entente, nous intervienne à une entente rapide et que nous puissions rapidement passer à la réparation des dégâts et pouvoir rétablir la situation. Mais sinon, je voudrais rassurer les Nigériens que la Nigélec est dans une dynamique. La Nigélec est dans un processus de croissance et la Nigélec va être métamorphosée, Inch'Allah, dans les années à venir.